يطير 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 يا المسافر بالليل واحكي لي يا حكايتك يا طير يطير 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 يا المسافر. Sorge, bonjour. Bonjour. En 1974, au moment de la catastrophe de Liévin, qui est le cadre de départ de ce livre, vous étiez au journal Libération, j'allais dire dans le grand Libération de l'époque. Serge July avait couvert cet événement. Il était envoyé spécial. Il était envoyé spécial. Oui. Et vous, au desk de Libération, bien, vous étiez branché chaque jour sur cette catastrophe et ça vous a marqué. Alors, manifestement. Oui, c'est-à-dire que moi, d'abord, j'étais pas au desk, j'étais dessinateur d'abord. Dessinateur. Jusqu'à ce que les vrais dessinateurs arrivent et qu'on s'aperçoive que j'étais un escroc. Donc j'étais monteur en page, secrétaire de rédaction, jusqu'à ce qu'ils arrivent aussi, les vrais, avec les cartes de presse, parce qu'au début, on a bricolé Libération comme ça. Et Serge July m'avait dit, écoute, soit tu montes à la rédaction, soit tu t'en vas. Donc j'ai préféré la rédaction. Donc lorsque la catastrophe de Liévin arrive, moi je suis dessinateur et je suis encore militant et je suis en colère. C'est-à-dire que dans ma mémoire, dans la mémoire de plein de copains de l'époque, qui n'avions pas encore nos cartes de presse, Libération, il y avait des kiosquiers qui disaient on n'a pas de ça ici, on était interdit aux conférences de presse parce que c'était un bonheur. Et c'est ma première colère d'homme en fait. C'est-à-dire que cette catastrophe-là, la façon dont ça s'est passé, la façon dont on a rendu compte, la façon dont la France ne s'est pas emparée de la catastrophe et la façon dont la presse l'a rapportée, fatalité, 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 j'étais foudrage. Et c'était ma première rage d'homme, ma première colère d'homme. Les lecteurs qui vous entendront répondre à la question à l'instant comprendront peut-être mieux d'ailleurs ce qui vous a habité pour écrire ce livre. C'est ça. C'est pas un livre sur la vengeance, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et contrairement d'ailleurs à ce que une certaine presse a présenté. Ils ne sont pas allés au bout peut-être. À mon avis, oui, c'est plus un livre sur la culpabilité, ce qui est un autre sentiment humain considérable. Absolument, c'est-à-dire qu'on croit lire un livre sur la vengeance, et en même temps, c'est le narrateur, c'est Michel qui parle, Michel qui a un frère, son frère chéri qui est mort dans la mine, qui est mort à Liévin, qui est mort des suites de ses blessures, nous raconte Michel dans ce livre-là. Et donc, 40 ans après, il y retourne parce qu'il veut que quelqu'un paye. Il n'y a pas eu de coupable, il n'y a pas eu de vrai procès de cette catastrophe. Il y a 42 hommes qui sont morts et personne n'a été réellement jugé. Donc, ce que Michel veut faire, pour ça qu'on pense que c'est une vengeance, il veut retourner là-bas, il veut chercher le dernier petit chef qui reste vivant, il veut lui infliger une correction lourde pour que lui-même soit jugé et pour que son procès devienne le procès de la mine. Sauf que, on le verra après, parce qu'il y a évidemment un retournement, ça serait trop facile. Ouais, si c'est juste, non. On va pas en dire plus. Voilà, mais si c'est juste 40 ans après, dire que c'est dégueulasse, que 40 hommes meurent, 42 hommes meurent en allant travailler, si c'est ça le livre, bon, c'est ni fait ni à faire. Donc il fallait trouver un autre moyen de rendre hommage à ces hommes-là. Et bien, l'autre moyen que j'ai trouvé, c'était de créer cette histoire, Michel et son frère. Magnifique histoire. Et c'est effectivement basé sur la culpabilité. J'encourage tous les gens qui nous écouteront à lire ce livre parce qu'il est formidable. Vous êtes journaliste depuis très longtemps. Vous avez passé 34 ans chez Libé. Ouais, donc vous l'avez dit à l'instant, le grand Libé, celui des origines, et puis ça a continué, 34 ans à Libé. Vous êtes pris Albert Londres pour vos reportages sur le procès Barbie. Vous êtes actuellement journaliste au Canard enchaîné. Ouais. Vous avez écrit beaucoup de livres. Et on attend toujours avec autant d'impatience, je le dis sans flagornerie, les sorties de ces livres-là. Un mot sur l'image très dégradée de la profession de journaliste aujourd'hui. Parce que quand on est un vrai journaliste dans l'âme, et vous l'êtes, ça ne peut qu'affecter, ça ne peut que rendre complexe. Oui, mais en même temps, je suis extrêmement prudent. Je fais la différence entre mon enfance qui me manque, ma jeunesse qui me manque, et puis la mutation de la société, c'est-à-dire que les choses bougent.
je peux pas. Moi, je sais que quand je rentre dans une imprimerie et que l'imprimerie se met à tourner, j'ai les larmes aux yeux. Je suis Gutenberg. Mais dans les écoles de journalisme, les jeunes commencent à apprendre comment est-ce qu'on informe sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on informe par Internet et tout. Je ne peux pas nier ça. Mais moi, je serais bien mort avec le papier. Moi, je mourrais avec le papier. Mais cette image dégradée, elle ne tient pas seulement à l'émergence des réseaux sociaux, du numérique. Non, elle ne tient pas qu'à ça. Elle tient à l'instantanéité, c'est-à-dire tout savoir vite, au risque de se tromper, au risque de se perdre. De ne pas vérifier simplement. Surtout de ne pas vérifier, être le premier. Donc le premier, c'est de dire que lors d'une tornade, il y a des prisonniers qui sont enfuis d'une prison, puis après on fait « oups, pardon, on s'est trompé ». On ne rectifie pas, parce que ça c'était les vieux qui faisaient ça, les journalistes rectificatifs. Là on ne rectifie pas, on s'en fout, on passe à autre chose. Moi c'est plus ça, c'est la rapidité avec laquelle on nous désinforme, en fait. Mais c'est même pas fait exprès. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des gens qui... Il y en a qui le font. Il y a des réseaux de désinformation exprès pour... Mais c'est pas que les gens se disent comment est-ce qu'on va nous désinformer, c'est juste que il y a moins de rigueur, il y a moins de... Et aussi avec... c'est peut-être un bien, je ne sais pas du tout, je ne suis pas en mesure de... Mais avec toute l'émergence des réseaux, des blogs, etc., chacun est un peu journaliste. Or la réponse est non, c'est pas comme ça. Le journaliste, c'est un métier, c'est une éthique particulière, et je tiens à ça. Alors 25 ans depuis Hygiène de l'assassin et 25 romans publiés, parce que je sais qu'il y en a beaucoup plus qui sont écrits, certains sont gardés, j'imagine, au chaud. Mais vous ne désarmez pas, vous maintenez le rythme au grand plaisir de vos lecteurs. Écoutez, le rythme n'est jamais interrompu. Je considère l'inspiration comme une divinité qu'il ne faut en aucun cas contrarier. Aussi longtemps que cette inspiration ne vous a pas déserté, il faut la conserver. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais s'interrompre entre deux manuscrits. C'est bien ce que j'ai fait puisque je suis en train d'écrire mon 89e manuscrit. Frappe-toi le cœur est le 87e. À mon avis, mon rythme va rester aussi trépidant jusqu'à ma mort. Toujours un grand coup de thé de je ne sais plus d'où. Tous les matins, je me réveille à 4 tôt. h du matin, je bois un demi-litre de thé noir, beaucoup trop fort, et à jeun, d'un coup. Voilà, la recette n'a pas changé depuis un très grand nombre d'années. Alors dans le roman qui nous amène aujourd'hui, c'est-à-dire Frappe-toi le cœur, tout tourne autour des femmes. Vous décrivez les événements, les situations avec une précision, presque avec un scalpel, je dirais. C'est très très précis. Et à mon sentiment, c'est le livre le plus noir que vous avez peut-être écrit, je trouve. Je crois que c'est les livres le plus secs. J'ai écrit des livres où il se passait des choses plus graves, mais ici je l'ai écrit sans aucun effet. C'est-à-dire qu'il était question de raconter une maman qui n'aimait pas sa petite fille. Qu'est-ce qu'il y a de pire que ça, une mère qui n'aime pas sa fille? Je me suis dit que si en plus j'ajoutais du pathos dans l'affaire, c'était juste pas possible. Donc je l'ai écrit en éteignant mon style. Je l'ai écrit vraiment en faisant profil bas. C'est assez horrible comme ça pour que j'en rajoute. En plus, c'est une histoire vraie. Il y a tellement de mères qui n'aiment pas leur fille. Il y a tellement de mères qui jalousent leur fille. J'allais pas encore en rajouter. Ça prouve bien que c'est une histoire vraie. C'est vrai que donc on va terminer là-dessus. Le sentiment qui prédomine dans ce livre, le sentiment que vous décortiquez, que vous exposez, que vous analysez, c'est la jalousie. La jalousie, qui est cette espèce de maladie de l'amour, c'est une maladie qui nous guette tous. Je pense que la jalousie est une mauvaise réponse à une question vraie que nous nous posons tous quand nous avons 2 ou 3 ans, à savoir qui est-ce que maman préfère. Beaucoup d'enfants posent cette question à leur mère. Maman, qui est-ce que tu préfères? La responsabilité des mères est de bien répondre à cette question. La maman doit répondre « Mon amour préféré, ça n'a aucun sens. Il n'existe que des amours différents. » Si la maman répond bien, si elle répond ça, à savoir qu'il n'existe pas 2 amours qui se ressemblent, l'enfant peut être sauvé de cette terrible maladie. Si pour Dieu sait quelle raison la mère laisse planer une ambiguïté, ou si pour Dieu sait quelle raison
l'enfant ne comprend pas que la question de la préférence n'a pas de sens, alors la jalousie peut survenir et c'est une terrible maladie. Je vous observais tout à l'heure pendant vos dédicaces, c'est la dernière question, vous avez toujours ce contact merveilleux avec les gens. Vous les aimez les gens et ils vous le rendent formidablement. Et vous ne jouez pas, c'est quasiment naturel chez vous ça. J'ai les lecteurs les plus sympathiques et les plus charmants du monde, ils m'aiment et je les aime et on ne fait pas semblant. Vous savez, je sais ce que c'est que la solitude, j'ai été terriblement seule de mes 10 à mes 20 ans. Maintenant, je ne suis plus seule. C'est bien grâce à mes lecteurs, donc je sais ce que je leur dois. Merci Amélie Nothomb. Merci infiniment. عاشق أنا ليلي طويل عاشق أنا هايم بالغير عاشق أنا ليلي طويل عاشق أنا هايم بالغير وأيامي وأحلامي وأحلامي داليا في بحر النسيان داليا في بحر النسيان. Alors dans votre livre, Sexe et mensonges, on constate que les femmes marocaines n'ont rien à apprendre des occidentales finalement, hein, mais elles le font quand même en quelque sorte à leur risque et péril, hein, dans une société qui ne favorise pas leur expression, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'avais envie d'écrire ce livre. C'était pour leur donner la parole, pour leur donner l'occasion de briser justement la loi du silence, qui est cette loi qui empêche justement les femmes de parler de leur sexualité, de parler aussi des maux qu'elles vivent et qu'elles subissent tous les jours dans leur quotidien. Ce que je voulais absolument montrer, c'était non seulement que la société marocaine était, comme toutes les sociétés d'ailleurs, une société complexe, puisqu'on a tendance à regarder un peu les sociétés maghrébines ou les sociétés musulmanes de façon un peu manichéenne, en considérant souvent qu'elles sont soit très conservatrices, soit au contraire très modernes, et on ne regarde pas toutes les nuances et toutes les contradictions. Et je voulais aussi montrer qu'on a tendance aujourd'hui à prendre le prisme de l'islam pour tout expliquer, pour tout comprendre. Or, les Marocains sont comme tous les êtres humains, ce sont aussi des êtres sociaux et des êtres historiques qui sont inscrits dans une histoire, dans un mouvement, qui sont faits de plein d'événements. Et je voulais montrer qu'il y a aussi de la politique, du social, de l'économique et beaucoup d'autres choses qui se cachent derrière cette société patriarcale. C'est en effet très très complexe. Et puis il y a un des personnages que moi j'ai adoré, c'est votre nounou. Une dame toute simple, toute modeste, pour peu qu'on soit quelquefois au Maroc, on l'imagine très bien, hein, en tout cas. Et elle dit tout ça ne sert pas du tout la cause de l'islam, ça ne sert qu'une seule cause, celle des hommes. Et je trouve que c'est un bon résumé, moi. Oui, tout à fait. Non, c'est vrai. Et puis moi, j'étais même étonnée parce que c'est une femme très pieuse qui peut avoir parfois un discours qui ramène souvent à la religion. Et j'ai été étonnée qu'elle me dise ça parce que j'ai trouvé ça d'abord d'une grande lucidité. Et en même temps, j'ai compris aussi que dans sa vie, très souvent, elle avait subi ce poids, elle avait subi cette domination masculine et qu'elle se rendait bien compte aussi qu'il y avait une manipulation souvent de la religion pour justifier la domination des hommes. Quelles sont les réactions qui vous proviennent du Maroc par rapport à ce livre? Il fait l'actualité en France, hein, avec des commentaires. Au Maroc aussi. Au Maroc aussi. Oui, oui. Quelles sont les réactions comme ça, rapidement? Écoutez, elles sont très positives. Je reçois d'abord énormément de messages à titre individuel, de beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes aussi qui me remercient d'abord de briser le tabou, qui me disent tous on en a besoin dans cette société, on a besoin de parler, on a besoin de débat. Et la presse aussi fait preuve vraiment de beaucoup de professionnalisme et très très consciencieuse, essaye de parler du livre dans toute sa complexité. Et de dire aussi qu'aujourd'hui on ne peut pas échapper à un débat sur la sexualité parce qu'il en va des questions des violences faites aux femmes, des avortements clandestins et de beaucoup de questions qu'on ne peut plus ignorer aujourd'hui. Vous êtes allé au Maroc avec Leïla Slimani, vous êtes allé rencontrer, enquêter sur cette société des femmes marocaines, sur cette société marocaine en général d'ailleurs. Les souvenirs de ce voyage que vous gardez, ce sont lesquels?
Ouf, j'en ai tellement. En fait, je suis restée une semaine au Maroc avec Leïla. Je suis allée à Rabat, Casablanca, à Tanger. J'ai rencontré pas mal de monde, effectivement. Donc vous dire quels sont mes souvenirs précisément, c'est très compliqué, parce que j'ai rencontré tellement de gens et en si peu de temps que j'ai eu l'impression de vivre quelque chose, presque une vie en fait, en une semaine. Alors, la traduction graphique, ce roman graphique donc, qui accompagne la sortie du livre écrit normal, le livre classique de Leïla, la traduction de ce roman graphique, elle s'est faite comment? Vous avez travaillé ensemble, évidemment, vous avez sélectionné ensemble, parce que c'est pas facile de réunir toute cette matière dans un album qui, bon, est conséquent, mais qui n'est pas non plus... Qui aurait pu l'être bien plus, en oui, fait. j'imagine bien. Parce qu'en fait, le principe de départ, c'était de faire uniquement un roman graphique, et le texte de Leïla était très fournie, elle avait beaucoup de témoignages, et du coup on s'est dit que ça valait pas le coup entre guillemets de le faire uniquement en roman graphique, parce qu'on allait être obligé de tronquer des passages, et on trouvait ça vraiment dommage. Du coup, avec l'éditeur, on a pris la décision de faire deux albums à travers 2 médias différents, donc un essai et un roman graphique. Mais le roman graphique, du coup, c'est une sorte de mise en scène de l'essai. Voilà. Et c'était surtout pour donner un visage à ces femmes qui témoignent de manière anonyme qu'on a décidé de faire un roman graphique. Avant, après, connaissiez-vous le Maroc avant de votre venue avec Leïla là-bas? Mais absolument pas. Parfait. Donc, avant, après, quelle est votre vision aujourd'hui de la société marocaine, surtout le problème féminin, les femmes, la position de la femme dans cette société, par rapport à ce que peut-être vous imaginiez ou non, peut-être avant? Je suis allée sans aucun jugement, sans aucun a priori, sans aucune idée de ce que j'allais voir ni entendre. Alors Leïla, j'en avais appris un petit peu par Leïla, mais on s'était vu 2 fois avant de partir ensemble au Maroc, comme ça a matché tout de suite. Je ne s'est pas trop posé de questions sur la façon dont ça allait se passer là-bas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est marrant parce que c'est la 2e fois qu'on me pose cette question et je ne sais pas vraiment y répondre. C'est-à-dire que j'ai été bouleversée par énormément de choses, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu. Et en même temps, je me dis qu'en France, il y a quelques années, c'était pareil. Donc quelque part, il manque juste une révolution sexuelle que nous, on a eue il y a quelques temps. Mais il y a encore quelques temps en France, on n'avait pas le droit d'avorter, l'homosexualité est une maladie, et une femme ne pouvait pas ouvrir un compte en banque sans son mari. Donc quelque part, c'était pas si différent du Maroc. J'ai mis dans une boîte des mots qui sont tout doux et qu'on garde pour nous. Maman, câlin, bisou, récré, tartine, joujou, de boules de chocolat, tu me serres dans tes bras. J'ai mis dans une boîte des mots qui font pleurer, qui font mal à crever. Discipline, ceinturon, solitude, abandon, mentir, trahir, blesser, cogner, frapper, casser. J'ai mis dans une boîte des mots qui font frémir quand vient le... Ce livre d'histoire mondiale de la France qui est paru en fait en janvier. C'est janvier 2017, c'est-à-dire juste avant que ne s'enflamme véritablement la campagne électorale. On l'avait souhaité d'ailleurs cette date. C'était une date qui était d'une certaine manière stratégique pour justement, je dirais, bénéficier d'une écoute aiguisée par la conscience politique, mais qui n'est pas encore entièrement absorbée par la politique. Et évidemment, ce livre a connu un grand succès quand même. Pour l'instant, voilà, on est à 100 000 exemplaires, ce qui est aberrant quand même, il faut le dire, pour un livre collectif et un livre d'universitaire. Ouais. Et une fois que voilà, l'écume est retombée, on revient à ça. C'est-à-dire on revient à notre intention. La première intention, la plus essentielle au fond, c'était de tenter de reprendre la main pour les historiennes et historiens de métier,
dans un débat public où d'une certaine manière il reculait, et aussi de faire une sorte de mea culpa, de s'interroger sur, au fond, pourquoi on n'était plus audible. On n'était plus audible dans ce type de débat sur qu'est-ce que c'est que l'identité de la France, par exemple, du fait d'une langue inutilement compliquée ou trop abstraite. Et donc on a voulu, avec ce livre, tenter de réactiver une sorte de désir de récit. C'est une question à laquelle, effectivement, on peut être autorisé à ne pas répondre quand on est historien. Donc c'est pas Clovis? C'est pas Clovis, c'est pas Alésia. On ne sait même pas si d'ailleurs ça a eu lieu. Vous savez, je parlais de l'identité de la France. Ouais. Donc je faisais allusion à Fernand Braudel. Ouais. Fernand Braudel, à la fin de sa vie, lorsqu'il écrit ce livre, qui est un livre contestable, mais bon, voilà, au milieu des années 80, juste avant de mourir, il dit au fond, depuis quand la France, pour moi, Braudel, historien des longues durées, pas tellement avant le chemin de fer. Donc d'une certaine manière, vous voyez que, et pour moi qui suis médiéviste, je dirais que je me méfie beaucoup de ceux qui veulent enraciner très loin derrière eux l'idée qu'ils se font de la France. Merci beaucoup. Permettez-moi de vous présenter les musiciens. Pierre Isman à la trompette, Jean-Noël Rouet à la basse, Simon Pomara aux percussions, Emmanuel Simula à la guitare. Merci. Nofisa Kabou au chant.